On nous fait croire que Versailles s'est éclairé à la bougie. Moi, ça me convainc pas du tout. Regarde juste la galerie des glaces, les lustres ils sont immenses, ultra travaillés, remplis de métal, de verre, de structures hyper précises. Et on voudrait me faire croire que tout ça, ça servait juste à tenir des petites flammes instables qui fument et qui vacillent. Rien que visuellement, ça colle pas. Ces lustres, ils sont faits pour diffuser une lumière homogène, régulière, constante. Pas une lumière qui trempe toutes les 2 minutes. À Versailles, en hiver, il fait nuit vers 16h30, 17h. Enfin, on fait comment? Des kilomètres de galeries, des plafonds de 10 mètres de haut, des centaines de miroirs, des réceptions le soir, t'imagines le nombre de bougies? Qui est-ce qui les allume? Les remplace, les nettoie la suie. Qui gère la fumée empêche que le palais crame, littéralement. Parce que là, on parle pas d'un salon, hein, on parle d'un monstre architectural. Je sais pas si t'as déjà visité Versailles. Et bizarrement, sur cette logistique énorme, les archives, elles sont hyper floues. Pourquoi autant de structures métalliques complexes dans les plafonds, les lustres, les décorations? Pourquoi autant de précision technique si le but c'est juste de tenir des bougies? On dirait presque que tout est pensé pour canaliser la lumière, la guider, l'amplifier, pas juste l'éclairer. Et là, il y en a certains qui me parlaient d'anciennes civilisations, qui utilisaient une énergie atmosphérique, l'éther, une énergie gratuite qu'on aurait complètement oubliée. Et là, franchement, je me pose la question, est-ce que Versailles, elle en aurait pas hérité? Parce que quand je regarde l'architecture, la géométrie, elle est parfaite, les axes sont ultra précis, les réseaux hydrauliques sont gigantesques, et l'eau, elle est partout. Alors, est-ce que l'eau, elle n'était pas juste décorative, ou si elle servait aussi de conducteur? On retrouve aussi des dômes, des pointes métalliques, des structures verticales, dans plein d'autres bâtiments anciens à travers le monde, et énormément à Paris, toujours les mêmes formes, les mêmes codes, mais on nous dit à chaque fois non, c'est juste esthétique. C'est bizarre quand même. Officiellement, l'électricité, elle arrive beaucoup plus tard. Pourtant, il y a des récits qui parlent de lieux baignés de lumière, d'une clarté presque irréelle, pas une lumière de bougie ou autre chose. Donc au final, la vraie question, c'est pas est-ce qu'ils avaient l'électricité comme nous, c'est plutôt est-ce qu'on n'aurait pas perdu des connaissances? Est-ce qu'il n'y a pas certaines technologies qui ont été effacées? Est-ce que Versailles, tout simplement, on la comprend pas? Parce que si Versailles elle utilisait une forme d'énergie oubliée, ça remettrait en cause tout ce qu'on nous a appris à l'école, sur le progrès et l'histoire. En vrai, c'est vrai que j'avais pas trop pensé aux bougies, comment les allumer. C'est vrai que c'est énormément de travail pour juste nettoyer tout ça. C'est vrai que c'est énormément de travail. Mais après, par contre, pour la structure des bâtiments, de comment ils étaient faits, etc., au cas où si ça vous intéresse, je pense que c'est la Tartarie ou des peuples comme ça qui l'ont fait. En fait, c'est un peuple qui a été effacé des cartes dans les 1800, je crois, ou 1900, mais je crois que c'est 1800. Et du coup, ouais, je pense que ces choses-là viennent de la Tartarie. Je pourrais en parler dans une vidéo un peu plus longue, mais voilà. Imaginez si la France quittait l'Union européenne demain. On nous dit souvent que ce serait une catastrophe. Mais voici les 5 gains incroyables que personne ne vous dit. Premièrement, l'explosion du pouvoir d'achat. En sortant du marché unique, les prix en magasin chuteraient drastiquement car la France ne serait plus soumise aux taxes et normes européennes. Deuxièmement, le contrôle total des frontières. Fini les passoires. La France pourrait stopper net l'immigration illégale et appliquer 100% des expulsions sans que l'Europe ne l'interdise. Troisièmement, une armée 100% libre. Paris retrouverait sa souveraineté militaire totale sans devoir rendre de compte à Bruxelles ou à l'OTAN. Quatrièmement, le retour d'une monnaie forte. Le nouveau franc pourrait rivaliser avec le dollar, boosté par l'économie française libérée. Et enfin, le plus important, le jackpot financier. La France arrêterait de verser des milliards pour soutenir les pays faibles de l'Union. Cet argent resterait ici, faisant exploser nos réserves nationales. Alors pour vous, le Frexit est-il une chance ou un danger? Dites-le en commentaire. En vrai, avec ces 5 raisons-là, moi, je vois pas trop comme un danger. Ça donne même plutôt envie. On regagne du pouvoir d'achat, les prix deviennent moins chers, on peut se réindustrialiser. Ouais, si, ça a l'air intéressant dit comme ça. Visiblement, ceux qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire ne sont certainement pas ceux qui l'ont écrit. Parce que ces marques-là montrent que pour les anciennes civilisations, notre technologie n'est pas nouvelle. En Inde, dans ce temple, ils ont cette turbine qui ressemble étrangement à une turbine d'avion. Quand on va en Égypte et qu'on regarde de plus près, le temple d'Osiris, il ressemble étrangement à un processeur d'ordinateur. Là, par exemple, à de l'électricité. Pareil pour cette ville en Chine, où là, un micro-résonateur acoustique. Et si on regarde d'un peu plus près, on voit que c'est la même technologie utilisé pour les cathédrales. Toutes les cathédrales. Là, c'est un résonateur Schumann. Pareil, je l'ai déjà vu dans cette église à Chartres. Vous voyez le CERN et son accélérateur de particules? Pareil, vous trouvez pas que ça se ressemble étrangement à ça? Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Abonne-toi pour plus de vidéos de ce style et abonne-toi à mon autre appli que j'ai laissé ici parce que des fois on se traque mes vidéos.
Bah, en fait, c'est vrai que quand on regarde, quand les anciens bâtiments, les anciennes structures sont faits par, enfin, on dirait qu'ils sont faits par rapport à l'électricité qui récupère de l'énergie, etc. Et ça revient aux mêmes choses que je disais tout à l'heure. En fait, c'est la Tartarie, en fait, ils étaient un peu partout dans le monde, mais ils avaient un emplacement à eux qui était vers la Russie et Chine, il me semble. Et du coup, en fait, ils étaient aussi avancés que des Égyptiens. Et c'est vrai que quand on regarde leurs bâtiments, on dirait qu'ils cherchaient à récupérer et transmettre l'énergie, en fait. Cette cathédrale française n'a pas été créée par l'homme, et je vous parle bien de la cathédrale de Strasbourg. Première chose importante à savoir, elle a été créée en 1015, c'est-à-dire il y a 1000 ans au Moyen-Âge. Ce qui choque dans un premier temps, c'est sa hauteur. Comment, au Moyen-Âge, tu peux construire ça? Elle a une hauteur de 142 mètres. C'est impressionnant. Première chose qui nous choque, c'est les détails. Regardez là. On nous a toujours expliqué qu'au Moyen-Âge, ils n'avaient pas de technologie avancée. Donc comment, sans technologie, tu peux faire ça? Comment c'est possible? Il n'y a aucune rature, il n'y a que dalle. Si on voulait refaire la même chose aujourd'hui, il nous faudrait énormément de temps et on ferait ça au laser. Mais nous, on nous explique qu'ils ont fait ça à la main. C'est pas possible. Je vous laisse regarder l'intérieur. C'est énorme, tout est parfait. Le moindre détail est hyper bien fait. Et voilà la gueule des fondations. Donc tu vas me dire que ça fait 1000 ans qu'un édifice de je ne sais pas combien de tonnes tient là-dessus. Il vous faut quoi pour vous réveiller sérieux? Et bonus, voici la porte. Il n'y a pas comme un problème là-dessus encore? Pourquoi elle fait 5 mètres de haut alors qu'on nous dit l'homme moyen fait environ 1m80? Si eux aussi ils faisaient 1m80 de moyenne, pourquoi ils auraient construit des portes qui faisaient 5 mètres? C'est quoi l'utilité? Après on me dit c'est pour les chevaux, etc. Mais un cheval, ça fait 2 mètres de haut, pas 5. Enfin bref, moi j'ai la certitude que ça là, et tout ce genre de bâtiments, que ce soit les cathédrales, les églises, etc., ça n'a pas été créé par nous. En fait, je pense que ça a été créé par l'humain, mais qui avait plus de connaissances. Je pense qu'il y a eu un reset, en fait, qui a fait en sorte qu'on oublie certaines connaissances qu'on avait de nos anciens et que eux ils avaient. Et je pense qu'ils avaient plus de technologies qui tentent de nous faire croire. Parce que c'est vrai que ça pose trop de questions. En vrai, c'est trop parfait comme bâtiment. Quoi, plus personne ne parle de cette dinguerie. La couleur des billets en euros correspond parfaitement au chakra. Le billet de 500, donc le plus élevé, correspond au chakra coronal, qui est représenté par la couleur violette. Beaucoup disent que l'image qui apparaît ressemble à Moloch, une ancienne divinité qu'on associe au sacrifice et à l'argent. En gros, ils veulent qu'on pense que l'argent est diabolique. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que le mot argent, c'est littéralement l'art des gens. Donc rien de mauvais à la base. Là où ça devient vraiment bizarre, c'est que le billet de 500, c'est qu'il contient 2 étoiles. Une a priori à l'extérieur et une, ce qui pourrait ressembler à une étoile qui est dans une cage. Et ben quand tu plies le billet, les étoiles sont dans la cage. Et vous allez me dire, ouais mais ça représente quoi? Pour moi c'est très clair. On dit souvent que chacun de nous est une étoile. Bah là l'étoile est clairement pas libre. Elle est enfermée, contrôlée, emprisonnée. Franchement, l'allégorie est dingue. L'argent est fait pour créer. Mais beaucoup oublient que la vraie richesse, c'est ce que tu en fais. Abonne-toi pour plus de vidéos de ce style. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Et abonne-toi à mon autre. C'est vrai que c'est intéressant et je pense que c'est vrai. Déjà, c'est curieux que ça, la couleur des chakras. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est avec l'étoile, c'est le symbolisme. C'est que en gros, on serait enfermé dans l'argent. Et regardez un peu les conditions de vie et comment ça peut nous libérer, mais comment ça peut nous enfermer aussi. Enfin, c'est vrai que j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Waouh! Vol d'oiseau incroyable à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. C'est fou. Waouh! Incroyable. C'est dingue. C'est immense. Par contre, il lance des missiles, donc je pense qu'on va pas rester longtemps. On va éviter de se faire mitrailler. Voilà. Allez, salut.
Après, c'est vrai que c'est très joli quand même quand on regarde et en fait, de nos jours, j'en vois quasiment plus. Genre, ça fait je sais pas combien d'années que j'ai pas vu d'amas d'oiseaux comme ça. Je sais pas si vous, de votre côté, vous en voyez encore, mais du mien, c'est plus autant qu'avant. Apparently they're all the same character. Okay. No. No. En vrai, pour tous les fans de DBZ, est-ce que vous auriez cru ça? Qu'en fait, c'était tous les mêmes personnages, mais juste avec une coiffure différente. Moi, ça m'a surpris. Et ça y est, ça commence à bégayer. Écoutez. Dans certaines communautés aux quatre coins de l'Europe, les médias traditionnels sont mis à mal. Dans de nombreuses régions rurales, le temps où on allait chercher le journal local n'est plus qu'un souvenir lointain. Cette situation engendre de nombreux déserts d'information où la désinformation prospère. Cela est extrêmement dangereux pour notre démocratie parce que des citoyens bien informés qui peuvent se fier à ce qu'ils lisent et entendent sont essentiels pour veiller à ce que les détenteurs du pouvoir soient tenus responsables de leurs actes et rendent compte. Lorsque les médias indépendants sont démantelés, neutralisés, notre capacité à surveiller la corruption et à préserver la démocratie s'en trouve gravement affaiblie. En même temps, c'est normal, les amis. Juste après, une semaine après que l'UE ait trouvé ses fameux 90 milliards pour l'Ukraine pour 2026-2027, regardez ce qui se passe ce 27 décembre 2025. L'agence anticorruption révèle un nouveau scandale juste après le départ de Volodymyr Zelensky vers les États-Unis. Une putain de folie tout de même. Le Bureau national anticorruption accuse ce samedi des parlementaires d'être membres d'un groupe criminel organisé et de recevoir des avantages illégaux en échange de leur vote. Après, bien sûr, les choses qui me font rire, parce que là, je vais vous faire remarquer d'autres choses, les amis. Ils nous stipulent comme quoi Poutine est un dictateur, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Ok, regardez bien ce qui suit. Donc Poutine est un dictateur, car ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Mais dites-moi, Paul Biya, le président du Cameroun, au pouvoir depuis 43 ans. Ah oui, attendez, c'est normal. Ressources et entreprises au Cameroun, je vous stipule. Il y a du pétrole, du gaz, du bois et du cacao. Qui sont les entreprises qui sont en place? Des entreprises tout simplement comme Total Energy pour l'hydrocarbure, Bolloré pour la logistique et le port, bien que certaines activités aient été cédées à EMC, et Perenco Pétrole, ils sont historiquement très actifs. Donc là, tout va bien. Et leur pays, dites-moi, il est dans quel état aujourd'hui? On peut aussi parler de Yoweri Museveni, le président ougandais, 39 ans au pouvoir. Ah non, désolé, c'est vrai. Il y a aussi, en fait, des influences françaises, vous comprenez? Il y a du pétrole là-bas, et tout ça est piloté principalement par le géant français Total Energy. Et dites-moi, dans quel état aussi est son pays? On peut aussi parler de Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo, qui est au pouvoir depuis 41 ans. Ah non, c'est vrai, excusez-moi. C'est vrai, il y a aussi des influences françaises, des piliers historiques de la France-Afrique. Total Energy est le principal opérateur pétrolier du pays, extrayant une part significative de la production nationale. Et ouais. Et où en est-on encore aussi avec leur population? Donc la seule chose qui les emmerde, les amis, c'est tout simplement que la Russie a autant de ressources naturelles. Sauf que Poutine, lui, c'est lui qui contrôle. Donc certes, il y a d'autres pays qui viennent au niveau de la logistique, mais il contrôle le business. En Afrique, non. Ce sont tout simplement nos présidents qui mettent en place leurs présidents, ce qui fait qu'il y a de l'immigration. Donc en fait, on vous divise avec les gens qui arrivent par bateau, qui viennent taper ou tuer vos enfants ou tout ce qui s'ensuit. Voilà. Il en est là le sketch, les amis. Et c'est pour ça qu'ils ont peur, qu'ils essaient de contrôler les réseaux sociaux. Car aujourd'hui, en fait, la plupart des gens qui ont entre 18 et 40 ans s'informent maintenant sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont peur pour leur futur. Ils savent qu'ils vont bientôt tomber. En vrai, c'est un peu pour ça qu'il disait que il fallait qu'ils cherchent à que les gens se renseignent de la façon qu'ils avaient envie. C'est pour pas qu'on sache tout ça. C'est pour pas qu'on comprenne et c'est pour pas qu'on puisse se rebeller contre tout ça. Après, c'est vrai qu'ils ont tendance à souvent parler des autres, mais regardez-vous avant de parler des autres, ils sont pas forcément mieux déjà, hein. Écoutons-le. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que Macron regrette la paix à venir. Et il voudrait continuer la guerre. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que la guerre lui donne un rôle, évidemment, en France, chef de guerre, Clémenceau du pauvre, voilà, ok. Mais aussi, pour une autre raison, c'est qu'il sait qu'il va tout perdre. Et c'est la fin pour l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Europe, elle a tout misé sur la victoire de l'Ukraine. Or, l'Ukraine va perdre. C'est inéluctable. Pourquoi elle va perdre? Pour trois raisons. La première, c'est que la ligne de front est en train de bouger. Lentement, mais elle bouge. Inéluctablement.
Sur le terrain, les carottes sont cuites. Il y a même beaucoup de désertion et beaucoup de démoralisation du côté ukrainien. C'est pathétique ce qui se passe. Deuxièmement, les États-Unis ont décidé de se retirer. Troisièmement, et surtout, on vient de l'apprendre, c'est drôle parce que j'allais vous dire, et là maintenant, à mon avis, les jours de Zelensky sont comptés, pour une histoire de corruption. C'est-à-dire qu'on va découvrir que notre argent, 21 milliards, beaucoup de cet argent a servi dans les réseaux de corruption autour de Zelensky. Zelensky n'a aujourd'hui aucune marge pour négocier une paix réellement favorable à l'Ukraine. Et, au fond, à quel moment cette guerre entre dans le champ des responsabilités directes de l'Union européenne ou de l'OTAN? L'Ukraine et la Russie, nous parlons ici de deux peuples slaves, deux branches d'une même histoire, deux nations cousines, frères, qui s'affrontent pendant que les puissances occidentales s'installent au centre du jeu, distribuant armes, financement, renseignements et soutien politique total. L'Ukraine et la Russie partagent des siècles d'histoire, de culture et de liens profonds. Alors, qu'est-ce qui justifie l'implication émotionnelle, économique, militaire et politique du président Macron? Parce que quelque part, ceux qui s'agitent aujourd'hui autour du conflit en sont d'une certaine manière les acteurs structurels. Ils interviennent parce que cette guerre sert leur objectif. Prétendre que Moscou menace l'Europe occidentale tout en oubliant que l'OTAN, depuis 30 ans, ne cesse d'avancer vers l'Est, c'est se livrer volontairement à l'amnésie. Un Ukrainien et un Russe, même s'ils ne se sont jamais rencontrés, peuvent presque se comprendre, sans traducteur. Ils reconnaissent les mêmes chansons populaires, les mêmes proverbes, les mêmes blagues héritées des mêmes récits. Ils partagent un socle culturel qui dépasse les frontières politiques. À l'inverse, un Ukrainien et un Français, même s'ils s'apprécient humainement, n'ont presque rien en commun. Et pourtant, ce sont ces mêmes Français par opportunisme politique qui encouragent les Ukrainiens à poursuivre la guerre contre les Russes. Ils encouragent une guerre dont ils ne payeront pas le prix. Ils poussent un peuple qui leur est lointain à se battre contre un peuple qui lui est proche. Et tout cela au nom d'intérêts stratégiques qui, au fond, ne concernent qu'eux. Et c'est la même stratégie appliquée en RDC, au Soudan et partout en Afrique. De toute façon, ça, on le sait très bien que ça sert que leurs intérêts et que c'est pour ça qu'ils font la guerre. S'ils n'auront pas d'intérêt, ils le feront pas. Déjà, juste tout l'argent qu'ils gagnent. Macron qui tente de rester au pouvoir en voulant déclarer la guerre, tout ça. Enfin, on sait très bien que ça sert leurs intérêts et pourquoi ils le font. De banane qui glissera sous un camion, lequel sera écrasé par un avion, que j'aurai une balle dans la tête, que je serai suicidée, que je serai très déprimée. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai enfin la possibilité, après 8 ans, de dire ce à quoi nous avons tous à faire face, tous ici, nous les Français, nous avons à faire face à une organisation extraordinairement dangereuse et le gouvernement ne peut rien y faire. Une organisation criminelle qui, en ce moment, a à peu près à sa disposition 250 fois le budget de la France. J'estime aujourd'hui, malheureusement, et j'ai pas eu envie que ça me tombe sur la tête, et ça m'amuse pas, et c'est pas mes oignons, et c'est pas mes affaires, je suis dans une autre vie, une artiste, et je n'ai envie de m'occuper que de ça. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, je me lève pour dire, faites attention, vous êtes aujourd'hui dans un extrême danger. Alors évidemment, pour cela que je me bats, si t'as pas compris que c'est pour cela que je me bats, c'est pour cela que j'essaye de faire péter. En vrai, il y en a qui ont parlé, mais souvent ils finissent pas très bien et il y en a pas eu tant que ça. Mais il y en a qui ont tenté de parler. Ce mec s'est mis à pleurer en comprenant que quelque chose n'allait pas avec son poisson. Tout avait pourtant commencé de manière banale. Après une partie de pêche, il décide de ramener un poisson vivant chez lui, par curiosité, et de le placer dans un aquarium rempli d'eau. Au début, il trouve la situation amusante. Il filme la scène, plaisante face à la caméra et observe l'animal nager. Mais très vite, le comportement du poisson devient étrange. Au lieu de se calmer, il s'agite de plus en plus, tourne en rond à toute vitesse et commence soudain à se projeter violemment contre les parois de l'aquarium. Les chocs sont répétés, violents, comme si l'animal cherchait à s'échapper ou à attaquer quelque chose. Le poisson semble fixer l'homme, foncer dans sa direction encore et encore, avec une agressivité inquiétante, comme s'il lui en voulait personnellement de l'avoir enfermé. L'homme tente d'abord de rire nerveusement, il provoque même le poisson, pensant à une réaction normale liée au stress. Mais plus les minutes passent, plus la scène devient dérangeante. Les coups contre la vitre s'intensifient, l'eau éclabousse, et le poisson ne montre aucun signe de fatigue. À ce moment-là, le mec comprend que la
la situation lui échappe complètement. Sa voix tremble, il recule, visiblement bouleversé. Il finit par pleurer devant la caméra. En vrai, c'est curieux quand même, parce que après, c'est peut-être parce que le poisson était habitué à être dans un plus grand espace ou je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas souvent, je crois que ça réagit comme ça les poissons. Je trouve ça curieux. Mais là, moi, je me bats. Je suis à longueur de temps et je veux aider les adolescents à se battre contre le harcèlement. Mais si je ne vous montre pas l'exemple, ça va être difficile. Il y a deux versions. Soit je suis née homme, soit je suis née Brigitte, je suis morte en 1960 et c'est mon frère qui est devenu femme. Inutile de vous dire qu'on ne touchera pas à ma généalogie et que c'est quelque chose d'impossible. Un extrait de naissance, c'est pas rien. C'est un papa qui un jour, ou une maman, qui va déclarer son enfant et qui déclare qui il est ou qui elle est. On ne joue pas avec ça. Je sais pas si vous avez vu son œil, il part un peu en cacahuète. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qu'elle vient de dire, mais quand même, là, elle vient avouer que dans tous les cas, elle est devenue trans, en fait. Que ce soit un homme ou une femme, c'est un homme qui est devenu une femme ou une femme qui est devenue un homme. Donc là, je sais pas ce qu'ils lui ont fait, les gens, pour qu'elle ait l'œil qui beuille et qu'ils se mettent à parler comme ça, de ça, alors qu'elle a fait un procès, tout ça. C'est what the fuck. Je recommence. Je voulais juste vous partager ça. La vidéo est finie, je vous dis une bonne journée et une bonne soirée.